On parle beaucoup de confiance en soi, comment la retrouver, comment la développer, comment ne pas la perdre face aux obstacles. Mais la confiance en soi n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, ce sentiment fondamental de mériter d'exister et d'occuper de la place, ne se perd pas comme on perd ses clés. Elle se construit, souvent mal, dès le départ, à partir des jugements des autres, filtrés par leurs propres biais cognitifs et intégrés comme des vérités sur nous-mêmes. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment ça se passe et surtout comment on commence à défaire ce que les biais ont construit de travers. Bienvenue dans Les Biais dans le plat, le podcast qui vous aide à décoder les biais cachés qui influencent notre perception, nos choix et nos interactions. Comprendre les raccourcis mentaux que nous utilisons tous les jours, c'est reprendre la main sur notre destin. Ça a marché pour moi, je vais vous montrer comment y arriver aussi. Alors aujourd'hui, je vais commencer par une phrase que ma mère me disait souvent quand j'étais petite. Une phrase qu'elle pensait bienveillante, une phrase qui, j'en suis convaincue, ne visait qu'à m'encourager. Toi, tu es intelligente, mais un peu fainéante. Cette phrase, je l'ai entendue pendant des années. À l'école, à la maison, dans les conversations familiales, elle est devenue une évidence, une donnée sur moi-même comme si j'avais les yeux bleus et les cheveux blonds. J'étais intelligente, mais un peu fainéante. Ce que j'ai mis très longtemps à comprendre, c'est que cette phrase n'était pas une vérité sur moi, mais un raccourci mental cognitif. Mais ce que j'ai mis très longtemps à comprendre, c'est que cette phrase n'était pas une vérité sur moi, mais un raccourci cognitif de ma mère. Elle-même, fille unique dans une fratrie de garçons, elle avait tellement souffert qu'on fasse des différences qu'elle avait décidé de ne jamais en faire entre ma sœur et moi. Résultat, elle avait distribué une étiquette à chacune. Ma sœur était très bosseuse, mais un peu moins intelligente, et moi j'étais très intelligente, mais fainéante. Deux étiquettes, deux raccourcis, deux biais, qui ont fait du mal à l'une comme à l'autre. Cette histoire, c'est l'histoire de l'estime de soi, pas de la confiance en soi, de l'estime. Et cette différence très importante, c'est le cœur de cet épisode. Alors au sommaire aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre l'estime et la confiance en soi. Je vais vous expliquer comment les biais cognitifs construisent l'estime de soi et comment ils l'érodent ensuite tout au long du parcours de vie. Et comment finalement reconstruire une estime de soi juste, pas positive, juste. Alors d'abord, attaquons-nous à la différence entre estime et confiance en soi. On parle souvent de confiance en soi en traitant le mauvais problème. Commençons par une distinction que peu de gens font, mais qui change absolument tout à la façon dont on aborde le sujet. La confiance en soi, c'est situationnel. C'est la croyance en sa capacité à réussir quelque chose de précis. On peut avoir confiance en soi au travail et pas en relation. On peut la perdre après un échec et la retrouver après un succès. Elle fluctue et elle est contextuelle. L'estime de soi, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est le sentiment de mériter d'exister, d'avoir le droit d'occuper de la place, d'être suffisamment valable comme personne, indépendamment de ce qu'on accomplit. La différence est cruciale. Quelqu'un peut avoir une haute confiance en soi professionnelle et une estime de soi très fragile. C'est même un profil extrêmement fréquent chez des personnes qui ont beaucoup performé pour compenser un sentiment de ne pas être assez. Elles savent faire, elles ne savent pas être. A l'inverse, quelqu'un peut avoir une estime de soi solide et douter de ses compétences dans une situation nouvelle. Le doute ne les dévaste pas parce qu'il ne touche pas leur valeur fondamentale, il touche juste à leur niveau de préparation. Pourquoi est-ce que cette distinction change tout ? Cette distinction change tout parce que si vous traitez un problème d'estime de soi comme un problème de confiance en soi, vous allez chercher des succès pour aller mieux. Et les succès vont aider, temporairement. Puis le doute revient, plus fort parfois, et ce, parce que vous n'avez pas traité le bon niveau. Et c'est la spirale que beaucoup connaissent. Performer pour aller mieux, douter à nouveau, performer encore plus, jusqu'à l'épuisement. C'est très souvent un problème d'estime. Ce qu'on appelle parfois le perfectionnisme paralysant, c'est très souvent un problème d'estime de soi, maltraité comme un problème de confiance. Alors, comment les biais construisent l'estime de soi ? Car oui, le problème vient de là. Voici quelque chose d'important que j'aimerais que vous reteniez. L'estime de soi ne tombe pas du ciel. Elle ne se développe pas de façon autonome, en vase clos, elle se construit à partir des jugements que les autres portent sur nous et que nous intégrons progressivement comme des vérités sur nous-mêmes. Et le problème fondamental, c'est que ces jugements sont souvent eux-mêmes biaisés. Vos parents avaient des biais.
Vos enseignants en avaient, vos pères, vos managers, votre famille, tous avaient des raccourcis mentaux qui ont coloré leur regard sur vous. Et vous avez absorbé tout cela sans filtre, particulièrement dans les premières années. C'est ce que les psychologues appellent l'introjection, ce processus par lequel on fait sienne les valeurs, les croyances, les jugements extérieurs au point de ne plus savoir exactement s'ils viennent d'ailleurs. Revenons à mon étiquette d'enfance. J'étais intelligente mais un peu fainéante. Qu'est-ce que c'était exactement sur le plan cognitif ? C'était un biais de simplification de la part de ma mère. Face à deux filles très différentes, à gérer, dans un souci d'équité, elle avait distribué une qualité et un défaut à chacune. C'était lisible, gérable, équitable en apparence. C'était aussi profondément faux pour l'une comme pour l'autre. Ma sœur n'était pas moins intelligente, elle était différente, et moi, je n'étais pas fainéante, j'étais une enfant qui s'ennuyait dans des classes qui ne lui correspondaient pas, et qui avait compris très tôt qu'il valait mieux ne pas trop briller pour se faire des amis dans les mauvaises classes où on la mettait. C'était une stratégie d'adaptation parfaitement rationnelle, mais qui a finalement été intégrée comme une preuve de paresse. Voilà comment l'estime de soi se construit mal dès le départ, pas par malveillance, par raccourci cognitif de ceux qui nous entourent. Il y a ensuite un deuxième mécanisme qui vient renforcer cette construction défectueuse. C'est le biais de cohérence interne. Une fois qu'une image de soi est installée, on a tendance à y rester cohérent. On évite les situations qui la contrediraient. On interprète les succès comme des exceptions. J'ai eu de la chance, ça ne durera pas. Et on interprète les difficultés comme des confirmations. Tu vois, j'avais raison de douter. L'image de soi devient auto-entretenue. Elle filtre l'information qui pourrait la remettre en question, elle grossit les preuves qui la confirment et elle minimise les preuves qui la contredisent. Ce mécanisme explique pourquoi une mauvaise estime de soi est si difficile à corriger avec de simples succès. Le filtre est en place avant que le succès n'arrive, et le filtre décide si le succès compte ou non. Enfin, il y a un troisième mécanisme de construction qui a pris une ampleur particulière depuis 10 ans. La comparaison sociale. Notre cerveau évalue ce qu'il est par rapport à ce qu'il voit. Et le biais de disponibilité cognitive fait qu'on se compare instinctivement aux profils les plus visibles, ceux qui réussissent et ceux qui l'affichent. Sur les réseaux sociaux, cette comparaison est devenue structurellement défavorable. On ne compare pas notre réalité à la réalité des autres, on compare notre réalité à leur vitrine. Et la vitrine est toujours meilleure que la réalité. Résultat, l'estime de soi s'érode en silence à force d'une comparaison avec un standard qui n'existe pas. Alors, comment les biais cognitifs érodent-ils aussi l'estime de soi ? C'est ce que le parcours professionnel fait à l'estime de soi. Si les biais construisent mal l'estime de soi dans l'enfance, ils continuent leur travail de sape à l'âge adulte. Et en particulier dans la vie professionnelle, parce que le monde professionnel est un environnement particulièrement fertile pour les jugements biaisés et particulièrement toxique pour l'estime de soi de ceux qui y sont minoritaires, marginaux ou simplement différents du modèle dominant. Je vais vous donner 2 exemples très précis. Le premier exemple, tu es trop fragile au boulot. Cette phrase, une DRH me l'a dite quand je vivais une situation de harcèlement reconnue. Elle l'a dit en pensant, je lui accorde de bonne foi, me protéger. Ce qu'elle faisait en réalité, c'était attribuer à ma personnalité quelque chose qui relevait du contexte. Ce n'était pas de la fragilité de souffrir dans un environnement objectivement hostile, c'était une réponse normale à une situation anormale. Mais le « tu es trop fragile » s'est installé. Parce qu'il venait d'une position d'autorité, parce qu'il répondait à quelque chose que je ressentais déjà, parce que le biais d'attribution inversé faisait déjà son travail et que je m'imputais des difficultés plutôt que de les lire comme le résultat du contexte. Deuxième exemple, la fausse mémoire autobiographique appliquée à l'estime de soi. Ce mécanisme opère profondément sur l'estime de soi. Notre mémoire ne stocke pas les événements de façon neutre, elle les reconstruit à chaque évocation colorée par notre état émotionnel du moment. Ce qui signifie concrètement, si on se souvient de son parcours dans les moments de doute, la mémoire stocke une version sombre de ce parcours. Si on se souvient des mêmes événements dans un moment de confiance, la mémoire les stocke différemment. Et le biais de négativité amplifie ce mécanisme. Notre cerveau donne naturellement plus de poids aux expériences négatives qu'aux expériences positives, parce que c'est plus utile à la survie.
une menace mal anticipée coûte bien plus qu'une opportunité manquée. Résultat, nos échecs, nos humiliations, nos jugements négatifs s'impriment plus profondément et durent plus longtemps que nos réussites, nos reconnaissances et nos preuves de valeur. L'estime de soi est construite sur un registre biaisé, avec des événements négatifs surpondérés et des événements positifs sous-pondérés, et on se demande pourquoi elle est fragile. Alors comment reconstruire une estime de soi juste ? Pas positive, juste. Je vais être très direct sur ce point. Quand on parle de reconstruire l'estime de soi, je ne parle pas de se convaincre qu'on est extraordinaire. Je ne parle pas d'affirmation positive ou d'autocongratulation. Je parle de quelque chose de bien plus modeste, de bien plus solide. Construire une image de soi qui soit juste, qui corresponde à la réalité de ce qu'on est, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a traversé, sans les filtres biaisés qui l'ont déformé. Voici 3 pistes concrètes. Première piste, identifier les étiquettes héritées et les remettre à leur hauteur. Prenez le temps de lister les croyances que vous avez sur vous-même. Pas vos compétences, vos croyances fondamentales. Je suis quelqu'un qui ne finit pas ce qu'il commence. Je ne suis pas fait pour les postes à responsabilité. Je suis trop sensible. Je manque de rigueur. Pour chacune, posez-vous la question, d'où vient cette croyance? Qui l'a formulée en premier? Dans quel contexte? Cette personne avait-elle toutes les informations pour porter ce jugement ou avait-elle ses propres biais, ses propres limites, ses propres intérêts dans cette lecture de vous? Pour moi, intelligente mais un peu fainéante venait d'une mère qui voulait éviter de faire des différences entre ses 2 filles. Ce jugement disait beaucoup plus sur sa façon de gérer la complexité que sur ma façon de travailler. Remettre l'étiquette à son auteur, ce n'est pas l'accuser, c'est simplement la désinstaller de votre image de vous-même. Deuxième piste, reconstruire un registre plus juste de vos expériences passées. Le biais de négativité surpondère les expériences négatives. La fausse mémoire autobiographique les reconstruit encore plus sombrement à chaque évocation dans les moments difficiles. L'antidote n'est pas de nier les difficultés, c'est de redonner leur juste poids aux preuves positives. Prenez un moment difficile de votre parcours, une période que vous avez traversée, un contexte que vous avez tenu, et posez-vous la question que je propose dans mon épisode sur l'effet acteur-observateur. Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleure amie si elle vous décrivait la même situation? Vous ne lui diriez pas « tu es trop fragile » ou « tu aurais dû mieux faire ». Vous lui diriez ce qui s'est réellement passé, avec ses conditions réelles, et vous lui diriez qu'elle a tenu dans des conditions que beaucoup n'auraient pas tenues. Faites la même chose pour vous-même, pas pour vous flatter, pour être juste. Troisième piste, distinguer la valeur de la performance. C'est peut-être la plus difficile et la plus importante. L'estime de soi fragile confond constamment ces 2 choses. Elle fait de la performance un indicateur de valeur. J'ai raté, donc je ne vaux rien. Je n'ai pas obtenu ce poste, donc je ne mérite pas d'y être. Ces 2 choses n'ont rien de logique. Un échec dans une situation donnée dit quelque chose de votre performance dans cette situation. Il ne dit rien de votre valeur en tant que personne. Le biais de résultat nous pousse à juger nos décisions sur leurs résultats. L'estime de soi fragile va encore plus loin. Elle juge la personne sur les décisions et la décision sur le résultat. C'est une double déformation. La performance est variable. Elle dépend du contexte, des ressources, du moment, de la chance, des autres. La valeur, elle, ne fluctue pas au gré des résultats trimestriels. Séparer les 2 n'est pas facile, mais c'est le travail le plus fondamental pour construire une estime de soi qui tient. Pas une estime de soi euphorique, mais une estime de soi stable. Alors, en conclusion, je vais terminer là où j'avais commencé. Est-ce que j'étais intelligente, mais un peu fainéante? Cette étiquette, j'ai passé des années à essayer de la démentir, en travaillant plus fort, en livrant plus, en prouvant. Ce que je n'avais pas compris, c'est que je traitais le problème à l'envers. Chercher à démentir cette étiquette, c'était encore lui donner raison. C'était agir comme si elle était vraie et qu'il fallait la combattre. Ce que j'ai compris plus tard, c'est que l'étiquette n'avait jamais été vraie. Elle n'avait jamais été donnée sur moi, elle avait été un raccourci cognitif de quelqu'un qui m'aimait et qui avait simplifié une réalité complexe pour la rendre gérable. Et une fois que j'ai compris ça, pas intellectuellement, vraiment compris, je n'avais plus besoin de la combattre. Je pouvais juste la poser, la rendre à son auteur et recommencer à me voir sans ce filtre.
Ce n'est pas un travail qui se fait dans un épisode de podcast. C'est un travail de longue haleine qui demande de la patience et de la rigueur. Mais il commence par une question. Et si l'image que vous aviez de vous-même n'était pas vraiment la vôtre, mais l'accumulation de raccourcis cognitifs de ceux qui ont compté pour vous? Et si vous n'aviez jamais vraiment décidé qui vous étiez? Merci d'avoir écouté cet épisode des Pieds dans le plat. Ce podcast vous est destiné. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire de quel sujet vous aimeriez que je traite, et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire, et souvenez-vous, le meilleur antidote au biais, c'est la curiosité. À très bientôt.